Bonjour, bonjour. Donc, comme vous le savez, Bonjour à tous. on va enregistrer ce copil comme le précédent et on vous enverra le lien URL direction de la vidéo si vous voulez, si vous vous ennuyez samedi soir et que vous voulez nous réécouter avec joie et bonheur. Voilà. 26 personnes. On attend encore une minute ou pas? Non, on y va, Non, c'est on y va. 45, hein, c'est l'heure. Ok, donc c'est parti. Donc là, on est parti donc, pour le copil numéro 2 et on va vraiment parler que du domaine 1 qui s'intitule La politique et la caractérisation de la formation. C'est parti. Donc le sommaire est très simple. On va d'abord vous montrer le domaine 1, puis le document 1, qui est vraiment le document obligatoire du domaine 1. Voilà. Petit rappel sur les modalités, conseils et l'attendu principal du HERS. D'accord. Donc en termes de support, donc on est toujours par mention, vous avez toujours un rapport d'auto-évaluation RAE sous forme de trame Excel. Et vous avez ce qu'ils appellent les documents de preuve, 4 documents obligatoires, un par domaine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on verra le domaine 1 et son document qui est annexé. En termes de conseils donnés par le HERS, vous avez limité les approches descriptives. En effet, vous verrez tout à l'heure que vous n'avez que 500 caractères maximum dans la trame. Ensuite, exposer une analyse critique des objectifs, actions, moyens et résultats à partir des données chiffrées fournies. En effet, vous verrez, il y aura plein de données à renseigner et vous aurez 2000 caractères maximum pour votre analyse autocritique Et position. et positionnement. Ensuite, prendre en compte les résultats de la précédente évaluation externe. Ça, on remet un point là-dessus avec Franck parce que le HERS était très clair là-dessus. Il faut que vous repassiez les recommandations d'il y a 5 ans. Il y a vraiment une continuité entre votre auto-évaluation et l'évaluation de la HRS de la dernière vague et celle qui vient. Donc, il faut vraiment créer cette continuité dans votre dossier. C'est ça. Et au sein de votre dossier, n'oubliez pas de décrire l'évolution de la formation. D'accord. En effet, entre-temps, pendant ce contrat-ci, vous avez peut-être fermé un parcours, ouvert un parcours, ou déjà pour l'entrée 23-24, vous avez déjà peut-être ouvert un nouveau parcours au sein de votre mention. Donc n'oubliez pas de le dire, comme quoi, effectivement, vous avez déjà eu des évolutions et des perspectives d'avenir pour votre mention. Et enfin, l'attendu principal du HERS au sein de vos rapports, il y a 2 continuums. Un continuum qui s'appelle la stratégie moyens-résultats. En effet, vous avez mis une stratégie en place au sein de votre mention, vous avez mis des moyens. Quels sont les résultats? Et deuxième continuum, la qualité des actions mises en place. Est-ce qu'elles ont été pertinentes ou pas? Et la soutenabilité, c'est-à-dire est-ce que ça a tenu le HURE? Enfin, est-ce que ça a été soutenable pour votre formation? Voilà. On va rentrer au cœur du sujet. Le domaine 1. Alors, vous verrez d'ici 5 minutes, même pas à peine, la trame Excel qui est composée de 4 feuilles. Une feuille qui s'appelle notice technique, où le HRS vous explique comment remplir ce fameux rapport Excel. Une feuille qui s'appelle présentation. Là, vous verrez, il y a déjà le nom de l'établissement qui est pré-rempli par moi-même, la composante, la mention, le type diplôme, etc. Une troisième feuille qui s'intitule données de caractérisation. Vous verrez, c'est un simple tableau de données chiffrées qui sera pré-rempli aussi en majorité en centrale, avec les inscrits CIS, les diplômés CIS, les capacités d'accueil, le nombre de candidats, les nombres d'heures maquettes, etc. Peut-être rappeler ce que c'est que CIS, c'est CIS, l'enquête ministérielle. oui, donc CIS, en fait, c'est l'enquête Officielle. ministérielle. C'est-à-dire que le HERS, en fait, nous impose un cadre. C'est-à-dire qu'on ne donne pas des données chiffrées comme vous le souhaitez, mais par rapport à des enquêtes nationales. Donc, on a l'enquête du 15 janvier qui est CIS inscrit, donc à la date où on déclare nos inscriptions à la DGCIP, le ministère. Et pareil pour les diplômés CIS. Donc, en mai N+1, on déclare un nombre de diplômés par formation. Et ce sont ces données-là qu'il faudra prendre en compte dans ces données de caractérisation. Voilà. Alors, ce qu'on va vous demander, c'est surtout de ne pas changer ces données, qui sont peut-être un petit peu différentes de celles que vous pouvez constater, parce que le ministère possède ces données et va les comparer aux données qui seront dans vos différents RAE. Voilà. Et enfin, juste pour vous rappeler le périmètre en fait de ces données de caractérisation, il y a 3 années, 2021, 21-22, 22-23. À aucun moment dans le rapport, le HERS va vous demander des questions sur des données chiffrées sur 23-24, donc sur l'année en cours, ni même avant 2020. Voilà. Et enfin, le dernier onglet, qui est le plus important, je dirais, il s'intitule Données et analyses. Et c'est dans ce rapport-là, dans cet onglet-là, que vous allez donner vos données qualitatives
Donc, c'est votre approche descriptive en 500 caractères maximum. Là aussi, vous aurez des données quantitatives supplémentaires à rajouter, les faits par rapport en fait à votre descriptif. C'est à ce niveau-là que vous allez vous auto-positionner de 1 à 5. Et enfin, avec une analyse obligatoire qui devra prendre en compte en fait vos données qualitatives DQL, vos données quantitatives DQT et votre auto-positionnement. Voilà. Le domaine 1 donc, s'intitule la politique et la caractérisation de la formation. Il est formé de 4 références avec 17 critères. Donc, au final, dans les 17 critères, vous aurez donc 17 autopositionnements et 17 analyses autocritiques à faire. Alors, un critère peut être sans objet. En effet, quand c'est les néo-bacheliers ou ici, en effet, pour les buts et les DUST, sachant que ce sont des formations sélectives, vous n'avez pas de UICI. Donc, effectivement, vous pourrez indiquer pour ces critères-là sans objet. Un critère peut être aussi adapté aux caractéristiques de la formation. Donc, l'exemple d'une licence générale qui n'est pas un but. En effet, vous n'avez pas la même finalité, pas le programme pédagogique est imposé pour les buts qui ne l'est pas pour les licences générales. Ça vous va ? On va maintenant regarder une trame. Alors, la trame Excel, la voici. Donc, ici, vous retrouvez tout en bas, j'espère que vous voyez bien mon curseur, donc les 4 feuilles. La notice, je vous laisse la lire, ça vous explique en gros comment remplir le fichier. Petit 1, présentation. Alors, vous verrez que j'ai déjà complété pas mal de choses et aux 3/4, ça sera pré-rempli quand ces trames vous seront envoyées. Donc, j'ai impulsé le nom de l'établissement, son code UAI. Là, j'ai pris l'exemple du but GE2I. Il est bien à l'IUT, au moins oui, son numéro d'accréditation, etc. Responsable de la formation, ça sera complété. Donc, dès que j'aurai la formation du responsable qui va porteur du RAE, j'indiquerai ici le nom du responsable. Le GE2I, même si aujourd'hui il a 2 parcours, sachant que l'année de référence et 22-23 n'avait qu'un parcours ouvert l'année dernière, donc j'ai mis le parcours automatisme et informatique industrielle. Comme le souhaite le HERS. Pour tous les buts et toutes les licences et les masters qui ont un tronc commun, j'ai créé ici une ligne tronc commun. Comme ça, on mettra les données chiffrées pour le tronc commun et après les données chiffrées par parcours. Pour chaque parcours, vous avez ici la main pour compléter en fait et mettre des éléments différenciants du parcours. Et là, à côté, ne vous inquiétez pas, le HERS vous indique à chaque fois, vous guide, qu'est-ce qu'ils attendent en fait dans ces champs. En gros, ici, c'est quelle est la particularité de ce parcours par rapport à l'autre, etc. Est-ce qu'il se fait en distance ou est-ce que effectivement ce sont des matières disciplinaires complètement différentes. Voilà. Donc, une petite fiche A4 très simple, entre guillemets. Troisième feuille, données de caractérisation. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est juste un tableau de données chiffrées. Ici, vous avez la liste donc, des différentes données demandées. Voilà. Les 3 années de référence, 2021, 21, 22, 22, 23. Et ici, en fait, c'est un champ qui permet juste d'expliquer en gros qu'est-ce qu'on a pris en compte ou pas. Sachant que, donc là, j'ai commencé à pré-remplir 22-23 pour le but GE2I. Alors, attendez. Donc là, par exemple, nombre total d'inscrits administratifs dans la formation, dans tout le cycle. Donc, l'année dernière, j'avais 99 étudiants inscrits à la date 6 des inscrits du 15 janvier, qui comprend le but 1 plus le but 2. Parce que le but 3, l'année dernière, n'était pas encore ouvert. Donc, j'ai indiqué le pourquoi du comment. Etc., etc. Donc ça, normalement, à 90%, tous ces champs seront remplis en centrale. D'accord ? Si ça peut un peu vous rassurer. Donc là, on demande les inscrits. On les a, puisqu'on a les enquêtes 6. Les étudiants internationaux, pareil, c'est dans l'enquête 6 des inscrits. Les besoins spécifiques, donc en situation de handicap, les sportifs de haut niveau, j'ai fait travailler les services des sports et le service handicap du pôle formation pour qu'ils me remontent des données chiffrées. C'est en cours. Là, vous avez les inscrits dans tout le cycle, mais par année, donc but 1, but 2, but 3. Là, pareil, j'ai les informations. Les diplômés, pareil, c'est une enquête 6 ministérielle, j'ai forcément les informations, ce sera pré-rempli. Les cales, elles sont votées avec Franck en CVE, CA, on les a, vous inquiétez pas, ça sera pré-rempli.
Les heures maquettes, comme vous le savez à la CAP, puisqu'elles sont impulsées dans VT et qu'on calcule la soutenabilité financière, on va s'en charger aussi. On connaît le volume de votre maquette pédagogique, donc là, pareil, on sera en capacité de le faire. Le nombre d'enseignants qui interviennent, idem, on l'a dans VT, donc c'est pas un souci. Ensuite, tout ce qui est donc inscription, double inscription avec un diplôme paramédical, aucune formation du PHF n'est concernée, donc je mettrai 0,0 partout, non concerné. Passe, pareil, on n'est pas concerné, il y aura du 0 partout, non concerné. Et pour les licences concernées, pour nos 5 licences concernées, je mettrai les effectifs LAS 1 et LAS 2. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on promet de vous pré-remplir d'ici fin décembre. Enfin, le 4e onglet de cette fameuse trame, données et analyse. Alors, vous avez plusieurs colonnes et beaucoup de lignes. Alors, ici, vous avez les domaines. Domaine 1, et si je descends après, vous aurez le domaine 2, domaine 3, etc. Donc là, je vous explique un peu, comment dire, la structure du document. Et après, vraiment, on verra dans le domaine 1 aujourd'hui, qu'est-ce qui s'y passe. D'accord? Alors, donc, la colonne ici, ce sont les domaines. Ensuite, vous avez à nouveau les référentiels, donc c'est-à-dire ce que imposent les questions imposées par le HRS. Donc, vous avez les références et vous avez les critères, C1, C2, C3, etc. Si je continue sur la droite, vous avez le code de la donnée. Donc, est-ce qu'il vous faut un document? Est-ce qu'il vous faut DQL, donc une donnée qualitative, donc une inscription une analyse descriptive, ou ici un DQT, donc une donnée quantitative. Donc, en gros, est-ce qu'il demande une donnée chiffrée? Voilà. Donc là, ils expliquent très bien ce qu'il faut, ce qu'ils attendent de votre part. Si je continue, en colonne E, vous avez les repères pour les données quantitatives. En effet, ici, donc en face du C3, de la référence 1, le HRS vous demande ceci. Ils expliquent un peu les attendus du C1. Voilà. Ici, vous pourrez remplir dans la colonne F, vous pourrez répondre du coup au HRS en face de chaque donnée qualitative. Et vous avez 500 caractères maximum. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut limiter l'approche descriptive. Ce n'est pas ce qu'ils attendent en fait. Voilà. Ensuite, vous avez toutes les données quantitatives, et ce, sur les 3 dernières années. 2021, 21, 22 et 22, 23. D'accord? Donc, dès que c'est grisé, c'est-à-dire qu'ils ne demandent pas de données quantitatives. D'accord? Ensuite viennent les colonnes concernant l'auto-positionnement, donc de 1 à 5. Et ici, c'est l'analyse obligatoire. Et je vais vous expliquer tout ça après pourquoi de 1 à 5 et l'analyse obligatoire ici. Alors, si vous allez sur votre droite, ici, si vous avez la trame, donc là, le HRS, en fait, vous explique le positionnement de 1 à 5. Attends, j'ai peut-être zoomé. Je ne sais pas si vous voyez assez sur votre... Je vais dézoomer après, mais j'espère que ça va un peu mieux pour vous. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 pour votre positionnement. Et ici, il vous explique en fait qu'est-ce qu'ils entendent par 1, par 2, par 3, par 4 et par 5. D'accord? Donc, si je relis un petit peu, si je vous prends un petit exemple. Alors, on va dire qu'on est très bon, on est 5. Donc, en gros, il faut que la politique soit appliquée, que les actions soient mises en place, que vous ayez en plus obtenu un très bon résultat et que le processus d'amélioration continue est mis en œuvre. Donc, en gros, tout va bien. Si je prends absolument l'inverse, si vous pensez que vous vous auto-positionnez au niveau 1, c'est-à-dire qu'au niveau 1, absence de politique, actions, elles sont juste envisagées mais pas mises en œuvre, on est d'accord. Il n'y a pas de résultat obtenu puisqu'il n'y a pas d'action mise en œuvre et il n'y a pas d'amélioration continue. Donc on n'est vraiment pas bon, d'accord? Donc 1, on n'est vraiment pas bon, à 5, on est vraiment très bon. Et vous voyez un peu les nuances entre le 1 à le 5, entre 2, 3, 4. Voilà. Donc là, de la chasse vous explique un petit peu en gros qu'est-ce qu'ils entendent par cet auto-positionnement de 1 à 5. Ça va? Alors, je vais enlever le zoom pour qu'on puisse voir. Voilà. Je repars par là. Surtout, la colonne M, c'est au cas où vous avez des informations complémentaires, surtout n'hésitez pas. C'est un peu comme moi ici, quand j'ai mis des noms concernés, ou pour expliquer un petit peu la donnée chiffrée, n'hésitez pas. En fait, le HRS,
ils veulent analyser votre dossier, ils ont été clairs avec nous, et il faut être clair avec eux. Par exemple, je ne sais pas, il n'y avait pas eu de diplômé cette année-là ou autre. En fait, ils sont en capacité de comprendre que vous n'êtes pas concerné par ce critère-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans mon PPT. Alors, ce qui a bien été explicité par le HCERS, c'est qu'ils ne donneront pas un avis favorable à des dossiers qui sont vides ou dans lesquels ils n'ont pas la matière pour prendre une décision et évaluer correctement la mention. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'analyser profondément les données que vous avez à commenter, les informations, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives, hein, que vous indiquez dans ce dossier, d'être très honnête sur l'auto-positionnement et en fait, comme l'a dit Sophie, eh bien, relater éventuellement vos difficultés parce qu'on sait que dans les formations, il peut y en avoir. Et c'est vraiment cette honnêteté par rapport au pilotage de votre formation, votre capacité à en prendre compte et à trouver des voies d'amélioration qui signeront la qualité de votre pilotage. Donc, n'hésitez pas vraiment à faire part soit de vos réussites, soit de vos difficultés et des remédiations que vous auriez pu mettre en place, parce que c'est ça qui va signer le bon pilotage de votre formation. Voilà. Ouais. Donc, je pense que maintenant, on va reprendre les critères un à un. Tout à fait. De façon à pouvoir vous donner, quand on a l'opportunité, des pistes de réflexion pour alimenter justement ces différents champs. Voilà. Alors, excusez-nous, il y a notre président qui a un rire qui porte. Je ne sais pas si vous l'entendez d'ici. Franck est parti fermer la porte. Alors, juste quelques exemples pour vous montrer concrètement ce qu'attend le HRS. Si je prends par exemple le critère C1 et C2 ici, vous voyez mon curseur? En gros, il vous demande le document 1. C'est-à-dire et il ne vous demande pas en fait de données qualitatives. Donc en fait, il ne vous demande pas une approche descriptive par rapport au C1 ni au C2, ni de données quantitatives. Il ne vous demande pas de données chiffrées. Il vous demande que un autopositionnement et votre analyse obligatoire. D'accord? Donc on verra ensuite en détail le document 1 voilà, à la tout fin à fait. de la réunion. Donc pour le C1 et C2, il vous regardez que votre document 1. Un A4 recto verso, on verra après. Si je prends maintenant cet exemple-là, le C4, qu'est-ce qu'il demande le C4? C'est la formation intègre l'apport de la pluridisciplinarité et de l'interdisciplinarité dans sa finalité et dans son contenu. C'est écrit quoi? DQL 1.4. DQL, données qualitatives. Donc là, qu'est-ce qu'il vous demande? Effectivement, des données qualitatives. En fait, votre approche descriptive. Juste une description en 500 caractères maximum. Et quand vous êtes sur votre droite, c'est grisé. Il vous demande aucune donnée chiffrée. D'accord? Cependant, quoi qu'il arrive, pour chaque critère, il vous demande forcément de vous auto-positionner et de faire une analyse obligatoire. D'accord? Et enfin, le dernier exemple que je voulais vous montrer ici, c'est celui-ci. Alors là, je suis au critère C1 de la référence 2. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien mon curseur. Oui. Vous avez 2 DQL, donc il vous demande en fait 2 approches descriptives, donc données qualitatives, et un DQT, donc une donnée chiffrée. D'accord? Donc là, effectivement, si je vais sur ma droite, vous avez effectivement le champ pour saisir vos 2 données qualitatives, votre approche descriptive. Et ici, effectivement, qu'est-ce qu'ils veulent en termes de données quantitatives? Ils souhaitent le nombre d'étudiants inscrits dans l'offre de formation spécifique et internationale. Et bien entendu, sur les 3 dernières années. Voilà. Donc, en gros, dès que c'est grisé, vous n'avez pas à remplir. Dès que c'est non grisé, vous devez les compléter. Et à côté de ça, si je continue mon curseur, je ne sais pas si vous voyez mon curseur ici. Oui. Voilà. C'est-à-dire que là, le HRS souhaite vraiment que vous vous auto-positionnez par rapport aux 3 données chiffrées remplies ici, plus vos 2 approches descriptives. D'accord? Donc vraiment, sur le C1 référentiel 2, ils vont regarder les 3 informations et il faut que vous preniez en compte les 3 informations pour vous auto-positionner de 1 à 5. Et ici, vous avez 2000 caractères maximum pour argumenter.
et faire votre analyse autocritique. Voilà. Donc, soit un document, et vous regardez un document, soit vous analysez votre donnée qualitative, soit des données quantitatives, ou les deux. Voilà. On va repartir référence par référence. Alors, référence 1. La formation est en adéquation avec la stratégie formation de l'établissement. Donc, C1, C2, on va peut-être passer. Franck, on va regarder le document 1 après. Ouais. Parce que l'HRS nous impose un cadre. On verra après. La formation s'assure de la réalité et de la valeur ajoutée de ces partenariats académiques locaux, régionaux et nationaux. Donc, c'est une donnée qualitative. Ici, le HERS, donc dans la colonne E, en fait, vous propose ou vous spécifie un peu ce qu'ils attendent dans ce critère-là. Donc là, ils indiquent que les principaux éléments de collaboration dans le cadre de parcours construits en partenariat. Et ce qu'on a fait avec Franck, c'est que on vous a mis des pistes de réflexion. Sachant que ça ne concerne pas forcément toutes vos formations, mais néanmoins, comme vous le savez, il y a un établissement composante qui est les SAC. Certains d'entre vous ont des échanges avec lui et des éléments en commun. Il y a bien sûr l'alliance qui est développée par l'ICL, hein, Schema en droit par exemple. Il y a aussi toutes les CPGE qui interviennent avec certaines de nos licences, première, deuxième année en particulier. On a des accords spécifiques avec les IFSI pour certaines LAS, la L3P en particulier. Et puis, sans doute, vous avez d'autres peut-être partenariats qu'on n'a pas pu citer ici, qui sont plus spécifiques et qu'il vous faut commenter et justement spécifier. Voilà, tout à fait. Donc avec Franck, en fait, on essaie vraiment de voir un peu pour vous aider au maximum en termes de données chiffrées et de pistes de réflexion pour vos analyses descriptives. Bien sûr, on ne peut pas s'auto-positionner à votre place et on ne peut pas faire votre autocritique, bien entendu. Alors, le C4. Donc, la formation intègre l'apport de la pluridisciplinarité et l'interdisciplinarité dans sa finalité et dans son contenu. Donc là, le HRS, en fait, indique en gros ce qu'ils attendent. Et avec Franck, on vous a trouvé ça, en fait. Donc, effectivement, vous avez pu créer divers parcours au sein de votre mention, voilà, qui est une valeur ajoutée qui est liée au projet de l'UPHF, de l'université. Vous avez pu mettre aussi en œuvre des MO et des MP. Effectivement, au sein de vos maquettes, la pluridisciplinarité se poursuit et se sent au sein de chaque semestre parce qu'il y a eu la mise en place des MO et des MP. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? Les parcours pluridisciplinaires. Effectivement, on a des parcours qui sont déjà pluridisciplinaires. Voilà, du NC Prélude. Voilà. Et puis d'autres qui ont été créés de toutes pièces, à la fois en licence et en master. Et puis, vous avez peut-être d'autres éléments à présenter. Donc, je pense que sur ce champ-là, pour le coup, le projet d'université polytechnique, ça va franchement nous aider. Ouais, peut répondre à cette problématique, enfin à ce critère en tout cas. Alors, le C5, la formation intègre les enjeux du développement durable. Donc là, en fait, ils attendent des compétences des DRS. Et donc, avec Franck, on vous a listé donc toutes les mentions qui sont autour des thématiques énergie décarbonée, nucléaire, industrie verte, bâtiment durable. Effectivement, il existe déjà au sein de quelques formations déjà. En fait, ce sont déjà des ouais, c'est ça, des formations dans l'objet. Ce sont déjà des modules disciplinaires en fait des DRS. Donc là, effectivement, vous pourrez l'indiquer. Nous avons des MO et des MP qui sont autour de ces thématiques. Donc là, pareil, on a une liste, on pourra vous la proposer. Parce qu'éventuellement, effectivement, toutes les formations sont concernées, parce que peut-être vous n'êtes pas au courant, mais votre étudiant a peut-être pris un MO ou un MP qui est concerné par le DDRS, et vous ne savez pas forcément. On a pareil les modules UNIS. Il y a quelques modules UNIS qui proposent des enseignements autour du DDRS. Et on a donc le socle commun des DRS de l'UPHF qui est défini entre donc, nos composantes et établissements composantes. Donc c'est un travail qui est mené avec, c'est Philippe Pudelot qui le mène, hein, avec Hachimi Yaba, et qui a défini avec nos collègues de l'ensemble des instituts, des composantes et des établissements composantes un socle commun. C'est ce que nous demande le gouvernement, le ministère.
Donc, on a défini notre socle. Il sera voté prochainement au niveau du CA. Il sera présenté au PVE, au CVE, excusez-moi, le prochain d'ailleurs, hein, celui du 7. 7. Ce socle, eh bien, vous sera transmis et voilà, il y aura un module polytechnique qui va être conçu pour permettre aux étudiants d'acquérir les compétences qui auront été définies dans le socle, libre aux étudiants de prendre ce module. Et si, évidemment, la formation forme déjà aux compétences du socle, l'étudiant n'aura pas nécessairement nécessité de prendre ce module polytechnique qui aura été défini à partir des travaux d'Achimie et de Philippe Pudlot. Voilà. Voilà. Excusez-moi, est-ce qu'on peut poser des questions ou ça ne va pas être gérable? Non, vous pouvez. Non, s'il y a des questions. Ouais, j'ai une question qui me vient là, justement sur le truc de devoir s'auto-noter devant un 5 sur chaque critère. Est-ce qu'on a je sais pas, une sorte de cahier des charges ou un truc? Enfin, Ah oui. je Oui, reprends les deux qui ont été cités sur le nombre on l'a d'étudiants. présenté au début de réunion. Vous avez Si. une échelle qui est présente. Oui, ça c'est à la l'échelle de fin. notation. Oui, c'est l'échelle de Voilà. notation. Non, mais je veux dire, je sais pas si je prends un exemple comme le nombre d'ouverture à l'international, le nombre d'étudiants étrangers. Je sais pas à partir de combien de pourcents d'étudiants étrangers on est bon et à partir de combien, en dessous de combien on n'est pas bon. Pareil sur les aspects développement durable et tout. Si c'est des modules polytechniques que les étudiants doivent choisir, à partir de combien d'étudiants qui ont choisi ce module-là, on peut dire on est bon, donc on se met 4, je sais pas, et en dessous de combien on n'est pas bon. Enfin, Alors, vous voyez ce que je je veux dire? pense que par rapport aux formations que vous avez gérées, par exemple, le nombre de personnes allant à l'international, entre, par exemple, un master MEF qui, sur la littérature française, en deuxième année de master, c'est peut-être plus compliqué d'avoir des étudiants qui partent à l'étranger, hein, s'ils présentent le concours derrière. Et par exemple, si on a un ou deux étudiants sur 25, c'est vraiment excellent. Voilà. Il n'y a pas. Par contre, si vous avez un master en langue Commerce international. commerce international et que vous n'avez aucun étudiant de votre master ou vous n'en avez que 2 sur 25 qui partent à l'étranger, je pense qu'il y a un vrai souci dans le master. Vous voyez? Donc là, ça dépend vraiment du contexte de votre formation. Même chose pour le DDRS. Hein. Le socle est défini. Vous allez avoir aussi une certaine obligation à un moment donné des étudiants à suivre ce module, hein, une politique d'établissement. Si ils ne peuvent pas acquérir les compétences au cours de leur formation, eh ben, le fait d'avoir défini le socle, d'avoir cette politique, vous positionne très positivement par rapport à ce critère-là. Voilà. Donc ça sera, mais encore une fois, hein, là, c'est un, c'est un copil où on présente chacune des références, des critères, mais on organisera par la suite vraiment des réponses à des questions, si vous voulez, plus générales sur l'ensemble des documents. Et bien sûr, on reste à votre disposition pour discuter formation par formation, même quelquefois parcours par parcours, des éléments de réponse qu'on devra mettre dans le RAE. Hein. Et cette année, hein, comme je l'ai dit dans la réunion précédente, il y a vraiment un enjeu hein, de réaccréditation à l'issue de l'auto-évaluation, le premier étape qui est l'auto-évaluation. Et donc, il faut vraiment travailler son rapport d'auto-évaluation au maximum. C'est pour ça qu'on organise ces réunions, qu'on essaye de présenter le plus finement possible les documents
Et encore une fois, je le répète, hein, Sophie et moi, on l'a déjà dit la dernière fois, mais on reste à votre disposition pour affiner, hein, par rapport à votre formation, les réponses et les échelles comme vous venez de le demander. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais, merci. Je salue l'initiative, c'est vraiment bien, quoi. C'était juste pour soulever que sur cette partie autonotation, Non, il mais y vous aura avez une raison. grande part de subjectif. Hein, et Tout à fait, tout à fait. Et Mais en fait, ce qu'ils cherchent, c'est subjectif, oui, mais vous avez une analyse derrière qui redonne le contexte, voilà. Et surtout, ce qu'ils cherchent à savoir, c'est pas tant c'est un, deux ou trois, mais c'est est-ce que vous pilotez votre formation? Est-ce que vous avez conscience de ce qui s'y passe? Et est-ce que vous avez proposé des solutions d'amélioration? Voilà. On est dans un processus d'amélioration continue. Il faut savoir que derrière, il y a la stratégie Calliope qui est là. Hein. Et avoir une bonne auto-évaluation, bah, c'est aussi passer la barre de Calliope. Hein, et c'est ce que cherche à faire le ministère aussi à travers cette auto-évaluation. Et c'est aussi pour ça que vous avez ici la colonne d'analyse obligatoire. Voilà. C'est-à-dire que, OK, peut-être vous dites, je suis peut-être... Entre 2 et 3. Oui, c'est ça, mais ici, vous pouvez argumenter, en fait. Voilà, et je pense que la chose, c'est en capacité de comprendre. C'est ça qu'ils cherchent. Hein, c'est ça qu'ils cherchent. Voir si, effectivement, vous comprenez ce que vous faites. C'est le pilotage. Exactement. Okay, merci. Du coup, si je continue, donc là, on était au C6. Donc, la formation s'appuie sur les actions menées et sur les moyens obtenus dans le cadre des projets PIA pour dynamiser son contenu et ses dispositifs. Donc là, pareil, le HERS, en fait, vous explique un peu leur attendu. Et avec Franck, en fait, on vous propose des pistes de réflexion. Effectivement, vous pourrez parler de Prélude pour le cycle licence, de Rotel pour les masters, et bien sûr, l'Alliance UNIS. Alors, pour être... là, c'est très vaste. C'est des projets que certains d'entre vous connaissent très bien, d'autres moins. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on aurait aimé vous en parler. Malheureusement, il y a un événement irrépressible qui maintient M. Mourad Abed à l'extérieur de l'UPHF actuellement. Et on vous fera un copil spécifique pour Prélude, Rotel et l'Alliance EUNIS, de façon à ce que vous ayez la vision la plus précise de l'apport de ces projets, les apports potentiels de ces projets dans vos formations. Voilà. Alors, je pense que Prélude est relativement bien connu maintenant. L'Alliance EUNIS, voilà, ça commence vraiment à émerger. Eurotel, c'est nouveau. Ça va structurer énormément le cycle master et la recherche au sein de l'UPHF. Donc là, on prendra le temps de revenir sur ces 3 grands projets pour voilà, vous permettre de rédiger dans de bonnes conditions. Voilà. Alors pour ma part, je vois les questions sur le chat, mais promis, on y répondra tranquillement après. Référence 2. Alors, la formation développe une offre spécifique à l'international en s'assurant de la réalité de la valeur ajoutée de ces partenariats internationaux. Donc là, vous avez donc deux approches descriptives. Alors, concernant la première, donc avec Franck, on vous propose, donc concernant donc sur les parcours diplômants européens internationaux, on vous propose l'Alliance UNIS, les accords internationaux développés par le Poléry. Ça, vous les connaissez parce que vous les faites vivre, sans doute. Voilà. Et enfin, les accords spécifiques au sein de vos formations. Vous en avez sûrement. Bon, en tout cas, ceux qui sont concernés. Et concernant du coup les collaborations, on vous propose toujours l'Alliance UNIS, les accords internationaux développés. C'est les mêmes, pardon. Concernant le DQT, bah, ce sont des données chiffrées, donc on ne reviendra pas là-dessus. Alors, le C2 de la référence 2. La formation inclut des modalités entrantes et sortantes des étudiants et bénéficie à cet effet d'un soutien, y compris financier. Là, pareil, il ne vous demande que des données quantitatives, donc des données chiffrées. Donc, en gros, de mémoire, c'est les mobilités entrantes, voilà, et les mobilités sortantes. Donc, normalement, vos secrétariats et vos RAP sont censés avoir ces informations-là. On va passer à la référence 3.
Le C1. La formation intègre une formation à et par la recherche adaptée à sa finalité. Donc là, il vous demande une approche descriptive et des données quantitatives. Alors, concernant la donnée qualitative, avec Franck, on vous propose la possibilité de parler des modules d'initiation à la recherche au sein de vos formations, les séminaires éventuels, les participations à des colloques et des expositions, les transpositions des travaux de recherche en formation. Et tout ce que vous pouvez mettre en œuvre au sein de vos formations dont on n'est pas Qui sont forcément au issus de la courant. recherche. Donc Voilà. là, on a essayé d'être assez large, mais sans doute par rapport à vos disciplines, vous avez des spécificités. Donc là, c'est aussi, là, c'est ce que on a pu imaginer par rapport à l'ensemble des formations, mais peut-être au travers de vos formations et votre spécificité, vous avez développé d'autres approches. Et ben, c'est le moment de les valoriser et de les commenter derrière. Voilà. C'est ça. Et je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure quand on était sur le PPT, c'est qu'un critère peut être sans objet et un critère peut être adapté. Effectivement, entre un DUST et un master, le HOS n'attend pas la même. nuance. Ouais, voilà, il y a des nuances, vous voyez. Voilà. Alors, on continue. Le C2. Des enseignants-chercheurs et des chercheurs des disciplines de la formation participent aux enseignements. Donc oui. Là, par contre, effectivement, c'est à vous de savoir. Il faut connaître les CNU qui interviennent au sein de vos formations. Là, avec Franck, du coup, on ne peut pas trop vous aider. C'est vous qui connaissez vos intervenants voilà. internes et externes. Oui, excusez-moi. Voilà. J'ai une petite question à propos de ça. Est-ce que, par contre, les chiffres, parce qu'il y a un moment, on demande les volumes faits par des enseignants-chercheurs et un peu plus bas aussi, les volumes faits par des vacataires. Est-ce que c'est à nous de les retrouver, ces volumes-là, ou alors est-ce que ça va être remonté par le général? Non, c'est bon. Je ne sais pas si tu connais Laurence Lecoq, ma collègue de VT. Ouais. Voilà. En fait, puisque toutes les données qui concernent les heures maquettes et les enseignants, c'est que l'année 22-23 qui est demandée. Donc, en fait, elle est en train de faire des exports de VT de l'année dernière. Après, on va classer par mention. Et par mention, elle peut retrouver tous les enseignants-chercheurs, les maîtres de conf, les PU, tes vacataires, tes prac, tes PRCE. Donc, on est en train de préparer tout ça en centrale. D'accord. Parce que moi, j'avais commencé à faire ça de mon côté, mais pour l'IUT. Mais bon, si c'est fait en centrale, ça m'arrange. En tout cas, on a les mêmes exports puisqu'elle fait à chaque fois des bilans tous les mois qu'elle vous envoie justement pour le paiement des vacataires et autres. Donc, normalement, on a l'info. Voilà. Après, par contre, effectivement, on va faire du reporting manuel parce qu'on a des tableaux de bord d'un côté et après les trames Excel comme là. Donc, on va faire que du reporting manuel. Donc, il risque effectivement d'avoir des heures de frappe, ce qui peut arriver. On est des humains. Donc, que vous ayez déjà une idée de votre côté, pourquoi pas, quoi. Oui, ça permettra de s'assurer que, voilà, quoi, tous les. Très bien. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. T'as pas pu. Il est curieux. Alors, si je continue, C2 de la référence 3. Des enseignants-chercheurs et des chercheurs des disciplines de la formation participent. Non, je l'ai fait celui-là. Oui, pardon, je l'ai fait. Excusez-moi. Alors, la formation et les unités de recherche auxquelles elle est adossée mettent en place, à l'intention des étudiants, bien entendu, un dispositif d'accueil, d'accompagnement et de formation par la recherche. Donc là, c'est une donnée qualitative. Et donc, on vous a trouvé quelques pistes de réflexion avec Franck. Donc, vous pouvez présenter les méthodologies de recherche que vous présentez à vos étudiants, tout ce qui est éventuellement les visites de laboratoire, les présentations des sujets de recherche, des participations à des projets de recherche et développement éventuellement de mini-projets dans le cadre d'initiation à la recherche, si vous en faites. Voilà. Toujours à nuancer entre un DUST, but ou master, on n'attend pas, le HOS n'attend pas les mêmes attendus, etc. C4. La formation inclut une formation à l'intégrité scientifique et à la déontologie. Comme piste de réflexion, on vous a trouvé en fait une charte et un support de cours qui est développé par Monsieur Gay, voilà, qui porte sur l'intégrité scientifique. Donc là, pareil, tout ce qui est document, tout ce qu'on vous présente, bien sûr, vous sera envoyé ultérieurement. Vous aurez bien entendu accès à tout. Je mets tout dans le Moodle, donc dès que je sais qui est un responsable porteur d'une mention, je lui donne accès, il n'y a pas de problème, et vous aurez accès à tous ces documents, bien entendu.
Bien sûr, c'est pareil, ce sont que des pistes de réflexion. Si vous avez autre chose faite au sein de vos formations, n'hésitez pas. Peut-être qu'encore une fois, l'objet d'une de vos formations est un des thèmes abordés et l'intégrité scientifique. Donc, c'est là, de la même manière, il faut le valoriser. Le C5. La formation A et par la recherche au sein de la formation s'appuie sur les services de documentation en matière de contribution de leur personnel au contenu de la formation, d'acquisition de ressources, d'accès des étudiants à celle-ci. Là, pareil, donc concrètement, en fait, on parle du SCD, hein, donc de notre BU, pardon. Donc là, vous pouvez parler des nombres d'étudiants qui sont formés à la recherche documentaire par le personnel du SCD. Je sais que Marion Bailly peut vous indiquer, elle suit le nombre d'étudiants qu'elle suit par an, ainsi que les modalités des cours. Voilà. Et puis, elle peut aider à développer aussi votre réponse. Voilà. Donc, ça serait éventuellement votre contact si vous avez besoin d'informations sur ce critère. Pardon, hop, je suis allée trop loin. Alors, on passe à la référence 4. Le C1. La formation prend en compte des besoins sociaux, économiques, culturels du territoire pour définir ses débouchés, sa finalité et ses contenus en cohérence avec la fiche RNCP. Elle associe les acteurs sociaux, économiques et culturels à cette démarche et valorise auprès d'eux les compétences auxquelles elle forme. Alors, ça peut faire peur, mais promis, on a trouvé des solutions avec Franck. Premier abord, ça peut faire peur. Alors, vous pouvez éventuellement parler de les décisions prises lors de vos conseils de perfectionnement ou différents conseils au sein de vos formations. Je sais très bien que vous faites intervenir vos vacataires, des personnes extérieures qui prennent vos étudiants en stage. Donc, vous pouvez éventuellement en parler. D'accord ? Et puis, pour nos collègues qui ont créé des parcours, voire des mentions pendant la dernière quinquennale, maintenant qui est plus que quinquennale à cause du Covid. Ouais, 6 ans. Voilà. Vous pouvez aussi décrire ce qui a motivé la création de ces parcours et comment le mécanisme de création s'est mis en place. Voilà. Donc, quelquefois, on a des pistes de réflexion liées aux industriels, les CMA, les demandes qu'on peut nous faire spécifiques. Je pense par exemple au projet Electromob en ce moment. Voilà, avec l'arrivée des gigafactories et de l'électrification des transports. Voilà. Mais sans doute, encore une fois, par rapport à votre formation, il y a des motivations spécifiques et il faut il faut pas hésiter à les indiquer. Ensuite, la formation associe les acteurs sociaux, économiques et culturels à ses activités pédagogiques. Donc, en fait, on parle éventuellement les commentaires d'analyse des intervenants extérieurs de leurs compétences et l'intégration de problématiques professionnelles pour définir des SAE. Je ne sais plus ce que ça veut dire, Franck, mais toi, tu le sais. C'est tout ce qui est situation d'apprentissage et... Est-ce que les gens de l'IUT peuvent prendre le relais là ? Merci. Et d'évaluation. Voilà. Hier soir, ça coulait de d'évaluation, source, voilà. mais là, je ne savais plus. Désolée. Et éventuellement, donc, les box certifiantes. Voilà. Qui sont le pendant dans le projet Prévide. Voilà. Et donc, d'ailleurs, par rapport à ça, donc, du coup, vous avez des données quantitatives où, justement, effectivement, on demande le nombre de professionnels vacataires et autres. Et le nombre d'heures associées à ces vacataires. Voilà. C3. La formation définit sa politique en matière d'alternance et de formation continue en lien avec le positionnement et la stratégie de l'établissement. Alors, éventuellement, on voulait mentionner donc, tout ce qui était la convention avec Formasup, éventuellement le PRF, UPHF, et pareil, vos parcours spécifiques. Vous avez parfois des parcours spécifiques FC. Qui ont été développés à ou destination CPRO, des industriels. Voilà. Et donc, ça, encore une fois, il ne faut pas hésiter à le spécifier et à le développer. Alors, on va continuer.
C4. Et après, et on a fini avec le domaine 1. C4. La formation prépare à l'insertion professionnelle et à l'entrepreneuriat au cours du cursus. Donc là, attendez, excusez-moi, j'ai perdu ma souris. Je fais des bêtises. Attendez, bougez pas, désolé. Hop, non, je suis là. C'est bon. Désolé. Hein. Je suis sur un grand écran. Hop, voilà. Alors, je vous ai retrouvé. Donc, en termes de piste de réflexion sur la préparation des étudiants à l'insertion professionnelle, on sait très bien que chez vous, vous faites pas mal de choses pour aider vos étudiants à s'insérer professionnellement dans la vie active et à l'entrepreneuriat. Sachez qu'aussi qu'à l'extérieur, vous pouvez parler aussi des MO. Effectivement, il y a beaucoup de modules d'ouverture qui s'intitulent d'ailleurs Insertion professionnelle et communication, dans lesquels vos étudiants s'inscrivent et suivent des modules comme le PPP, apprendre à s'exprimer à l'oral, préparer son CV. Je sais qu'il y a pas mal de modules déjà qui sont mis en place suivis par vos propres étudiants. Qui sont proposés par le... Formation, Voilà. entre autres. Voilà. Donc, n'hésitez pas à parler de ça, en fait. Hein. Utilisez tout ce qui est déjà fait en centrale pour argumenter. Le portfolio, on pense aussi éventuellement au portfolio. Et le BAIP, vous connaissez le bureau d'aide à l'insertion professionnelle du pôle formation, qui est dirigé par Félix Lesage, qui est en train de me faire en fait un bilan de ses activités depuis 3 ans. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il fait par exemple des petits séminaires comme la semaine dernière, un soir, il a fait j'ai plus le terme en tête, à l'IMTD, un genre de café de 18h à 19h. Ouais, c'est ça. Vous n'êtes pas forcément au courant, mais il y a des étudiants de vos formations qui vont à ces petites activités, ces séminaires, qui vont à ces événements-là proposés par le pôle formation. Donc là, pareil, j'ai Félix Lesage qui me propose un bilan sur toutes les actions qu'il a mis en œuvre par année, avec un volume des étudiants qui participent. Et ça vous sera transmis. Bien entendu, tout à fait. Donc comme ça, vous aurez toutes ces informations là aussi en centrale. Donc par exemple, vous n'êtes pas forcément au courant non plus, mais si vous pouvez vous appuyer dessus pour aider à rédiger, il n'y a pas de souci. Il y avait des indicateurs. Oui, donc il y avait effectivement trois indicateurs, 3 données chiffrées, donc le nombre de semaines d'expérience professionnelle, donc pareil, au sein de vos maquettes, le nombre de CTS accordés à l'expérience professionnelle au sein de votre formation, et le nombre d'étudiants qui ont suivi des stages, au choix. Voilà. Donc je pense que pareil, il faut être logique. LP, Master, je pense que c'est 100% des étudiants ont fait un stage. En licence, ce n'est pas forcément le cas. Donc effectivement, le critère peut être adaptable. Ça devrait être le cas maintenant. Mais bien entendu, c'est adaptable. Parce qu'on a eu des remarques justement durant la dernière évaluation où nos étudiants de licence n'étaient pas assez en stage. Donc je pense que les responsables pédagogiques ont corrigé cet aspect-là. Voilà. Donc j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'on a fini domaine 1. Déjà, je trouve ça bien. On va passer peut-être au document 1. Comme tu veux. Voilà, pas de souci. Alors, vous verrez, mon PPT est très rapide. Donc là, on a vu ça. On passe à la suite. Pardon. Donc, on a vu le domaine 1, la trame Excel. Maintenant, on va vous parler du coup du domaine 1, qui est donc l'élément de preuve du domaine 1. Qui est demandé. Qui est du coup un document obligatoire. Et comme tout à l'heure, Franck vous l'a dit, avec Mourad, ils vont vous préparer un petit copil spécifique aux 3 grands projets gagnés par l'université. Voilà. Qui peuvent vraiment influencer profondément vos licences et vos masters. Voilà. Alors, document 1, que le HERS veut qu'on intitule « Une présentation succincte de la formation ». Ici, d'accord ? Alors, j'ai pris la même logique que d'habitude. Le rose, c'est le logo rose du HERS. Et en bleu, ce sont les propositions faites par Franck. Alors, le HERS a des attendus en termes de format. C'est un A4 recto verso. Pas plus, ils ne le liront pas. D'accord ? En termes de fond maintenant. Donc, ils ont par contre plusieurs attendus et attentes par rapport au fond. Alors, on va commencer par le premier. Les objectifs et la finalité de la formation en termes de secteur d'activité et des métiers visés. Alors, les différentes pistes de réflexion de notre part.
Il y a la théorie avec les fiches RNCP. Comme vous savez, chaque mention est enregistrée à une fiche RNCP. Vous pouvez éventuellement regarder, voir un peu où vous en êtes. Il y a la pratique. Donc, vous pouvez regarder le retour des enquêtes d'insertion pro répondues par vos diplômés. Vous pouvez éventuellement parler un peu des conseils de perfectionnement pour l'évolution des métiers visés. Éventuellement, je pense que Ils sont toujours discutés normalement au sein des conseils de perfectionnement. Voilà, parce que normalement, vous êtes censé adapter le contenu de vos formations par rapport grâce aux professionnels qui s'y trouvent. Exactement. Alors, on a déjà commencé à bien travailler en centrale. Alors, le pôle formation vous a préparé un fichier Excel qui reprend l'ensemble des numéros RNCP associés à votre mention. Donc là, pareil, je vous enverrai un fichier Excel avec par type diplôme, par mention, vous aurez le numéro de la fiche RNCP, le lien URL. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus, vous atterrirez sur le France Compétences et vous aurez l'information. Bien entendu, si vous ne l'avez pas déjà. Ensuite, Marie-Lise Mette, donc de l'Observatoire du pôle formation, pour les licences pro et les masters, vous a préparé différents liens URL. Alors, bien entendu, comme vous le savez, ce sont des enquêtes à 3 ans des diplômés. Donc, on n'a pas l'enquête des diplômés 2022 ni 2023, il est beaucoup trop tôt, même 2021, parce qu'elle commence qu'en décembre, l'enquête pour les diplômés 2021. Donc là, on vous propose les résultats des diplômés 2020. Ici, les diplômés 2019, avec le répertoire des masters 2019 et les licences pro 2019. Là, je vous propose, donc pareil pour le diplômé 2018. Voilà. Et concernant l'IUT, j'ai Hélène de l'IUT qui m'a déjà envoyé tous les liens pour les DUT. Alors, je sais que là, les DUT ne sont pas évalués que les buts, mais si ça peut éventuellement vous aider à argumenter dans votre fiche, dans ce document 1, là, je me suis dit, voilà, donc je me suis dit que qui ne tente rien à rien, autant avoir un maximum de données. Et donc là, pareil, vous avez donc les diplômés 2018. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le but est une continuité, une rénovation du but, et donc du DUT, excusez-moi. Et donc, par conséquent, on doit s'appuyer à la fois sur ces données-là et celles des LP pour argumenter l'évolution. Ça a été dit, redit par la HERS plusieurs fois. Voilà. Donc là, spécifiquement, donc, ça ne concerne que l'UT. Donc, Hélène m'a mis donc la promo 2018, la promo 2019 et la promo 2020. Voilà. Bien sûr, vous aurez tout après la réunion, bien entendu. Autre contrainte ou autre proposition du HRS sur cette feuille A4 recto verso. Il souhaite l'inscription de la formation dans les orientations pédagogiques et les priorités thématiques de l'établissement, dont celles liées au projet PIA, donc Eurotel, Prélude, entre autres, et existence d'un label national, européen ou international. Donc là, pareil, on vous propose avec Franck de parler éventuellement de Prélude, d'Eurotel, l'Alliance Nice, les éventuelles conventions avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, ICL, Schema, l'INSPE, vos liens avec les SAC si vous en avez, parler éventuellement du DDRS, puisqu'on peut avoir un label, les compétences et métiers, et le socle, tout à fait Franck, les compétences et métiers d'avenir avec entre autres donc, le CEMA Electromob si vous êtes concerné, bienvenue en France, si vous avez des extra communautaires. Le label Bienvenue en France. Voilà, vous êtes peut-être aussi impacté. Voilà. Autre contrainte, autre proposition dans cette fameuse fiche A4 recto verso. Le HERS souhaite avoir la structuration de la formation, donc un schéma des parcours diplômants et des parcours des étudiants en amont et en aval de la formation, dont les options et les parcours personnalisés proposés aux étudiants et les passerelles possibles. En gros, avec Franck, on s'était dit pourquoi pas parler du tronc commun puis des parcours diplômants. Effectivement, on sait que les buts 1 sont communs. Il y a quelques licences des masters. Par contre, parfois, les parcours commencent dès la première année du cycle. Donc, n'hésitez pas à l'indiquer par le biais d'un schéma. N'hésitez pas à parler aussi de la provenance des étudiants, donc des lycées, éventuellement le type de bac. Comme les buts, par exemple, vous savez qu'en bac techno, vous avez vraiment une cible de bac techno au sein de vos buts. Donc, n'hésitez pas peut-être à le mettre au niveau du schéma à ce niveau-là. Les spécialités du bac, les DUST éventuellement, licence générale et buts. Au niveau, donc, pour les LP, les masters, vos étudiants peuvent venir de licence, de LP, de BTS, du but ou voire des titres d'ingénieur, entre les passerelles, entre les titres d'ingénieur de l'INSA et nous, et l'UPHF, et les autres formations de l'UPHF. Et le but est liable. Tout à fait. Ensuite, vous pouvez parler du coup du devenir, donc après la provenance du devenir des étudiants en termes de poursuite d'études, au sein de l'établissement ou pas,
et l'insertion dans la vie active. Et au niveau des passerelles, vous en savez sûrement plus que moi sur justement où partent et quelles sont les passerelles possibles au sein de votre mention. Voilà. Ensuite, donc le HERS vous demande l'articulation avec les formations voisines du même cycle et du cycle antérieur et ou supérieur, dont les formations du bac-3. Donc vraiment, on parle du lycée, avec les bacs généraux, techno et pro. Et celle du domaine de la santé. Je ne pense pas qu'on soit concerné, Franck. Pour l'instant, non. Les BTS, vous pouvez parler des BTS, des CPGE et les formations d'ingénieurs. En effet, on a des licences CPGE chez nous, des BTS qui intègrent après nos LP, éventuellement nos buts 2, voire but 3, donc vous pouvez les indiquer à ce niveau-là. Donc effectivement, on peut parler des CPGE, BTS, les prépas privés et les bachelors. Il y a des gens qui viennent d'écoles privées ou d'instituts privés qui décernent des bachelors. Et enfin, c'est la dernière demande des contraintes du HERS qui est la suivante. Les perspectives de restructuration envisagées pour le prochain contrat. C'est-à-dire que dès ce document 1, donc c'est vraiment le domaine 1, référence 1, critères 1 et 2, déjà, il vous demande à ce niveau-là quelle est votre perspective d'avenir sur votre mention. Est-ce que concrètement, pour le prochain contrat qui va commencer au 1er septembre 2026, est-ce que vous voulez une fusion, une création, une restructuration, une fermeture? Voilà. Okay. Et comme le disait Simon dans la discussion, effectivement, dans le RAE, bien sûr, on doit parler de ce qu'on a fait, du passé en quelque sorte, mais aussi donner des pistes. Et voilà, ce paragraphe-là, par exemple, très clairement, on peut être prospectif, on doit être prospectif si effectivement on envisage une modification de la structure de la formation ou une amélioration. Voilà. Donc n'hésitez pas, tout ce que vous pourrez démontrer dans la qualité de votre pilotage de la formation, dans le passé ou dans le futur, toutes les adaptations que vous aurez faites, toutes les remédiations que vous aurez mises en place valoriseront votre RAE. Voilà. Tout à fait. Voilà. Alors, donc ça, c'était vraiment les contraintes HERS. Après, en fait, je vous propose une trame, puisque c'est un A4 recto verso, on va la faire simple. Donc, un petit logo UPHF, l'intitulé rappelé au HERS que c'est un document 1 qui s'appelle une présentation succincte de la formation. Puisque la trame, j'avais pris l'exemple du budget 2I, je l'ai appelé budget 2I. N'oubliez pas, vous, qu'il faudra mettre votre type diplôme et l'intitulé de la mention. Mention et par parcours, on est d'accord? Et là, donc, j'ai rappelé juste les contraintes du HERS qui sont juste au nombre de 5, je crois. Donc, les objectifs et finalités, l'inscription de la formation. Là, vous avez votre structuration. Là, ouais, donc le petit schéma, entre guillemets. L'articulation avec les formations voisines. Bac-3, Bac+3 éventuellement. Et enfin, vos perspectives. Tout ça, un A4 recto verso. Pas plus. Voilà. Bien sûr, ça sera envoyé, pareil, après la réunion. Je vous enverrai bien entendu tout ça. Voilà. J'espère qu'on a fini. Pour notre part, on a fait le tour de ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Pour le domaine 1. On essaye de faire le plus concis possible, le plus clair possible. Je ne sais pas si ça l'est. Si vous avez des questions, c'est peut-être le moment. Soit vous le faites dans le chat, mais n'hésitez pas à prendre la parole. Je pense qu'on va gagner du temps à le faire. Voilà. Moi, je vais peut-être déjà lire. Alors, Hervé. Bonjour Sophie. Bonjour Hervé. Oui, donc les documents seront envoyés. Pré-rempli, oui, un maximum. Comment dire? Tout ce qui est donné enquête nationale, je les ai en centrale. Donc, je pourrais pré-remplir tout ça avec mes chers collègues. On va faire du reporting manuel. Par contre, par exemple, Vianney est déjà au courant qu'il y a des choses que moi, je n'ai pas en interne, comme tu verras dans le domaine 2 et 3, il y a tout ce qui est le nombre d'étudiants qui ont une certification CLEX, CLES, PIX, etc. C'est des infos que je n'ai pas. Donc, ça sera pré-rempli par vous-même au sein de votre composante. Voilà. Donc, Philippe, j'ai répondu à ta question. En centrale promis, via VT, on fait des exports et on aura, je pense, des données fiables pour 22-23. Emmanuel, bonjour. Oui. Oui. Alors, ils sont déjà dans Moodle. C'est pour ça, s'il vous plaît, chers directeurs et directeurs adjoints, envoyez-moi le plus rapidement possible la liste des responsables qui vont porter vos mentions. Comme ça, je leur donnais accès à Moodle.
Alors, tous les directeurs et directeurs adjoints ont déjà accès à Moodle. Si vous allez dans mes cours, vous verrez un nouveau cours qui s'appelle HERS, auto-évaluation. Et j'ai déjà inséré beaucoup de documents. Tous les documents du premier copil, d'autres formations. Et vous avez déjà tout ce qui est donc les rapports HERS d'il y a 6 ans, ils sont déjà. Si vous n'avez pas accès encore à Moodle, le HERS n'a rien jeté. Enfin, tout est sur leur site aussi au cas où. Mais bon. Comment évoquer ce socle qui arrive? Alors, j'ai une question de Laurent. Ouais, Franck, non, je mais sais pas. ça. Alors, le socle, oui, il arrive. Mais, enfin, comment il arrive? Oui, effectivement, il n'était pas en action, comment dire, les années précédentes, mais d'un autre côté, on ne nous le demandait pas. Voilà. Donc, à partir de maintenant, à la demande du ministère, il est défini. Il va être voté dans les conseils. Vous pouvez y faire allusion, comme je l'ai dit précédemment, et donc montrer que c'est cadré, que les étudiants vont devoir acquérir un certain nombre de compétences en licence et en master, qu'un module polytechnique va exister à partir de la rentrée 2024. Voilà. De plus, comme je l'ai dit, il y a certaines formations qui, en leur sein, développent déjà ces compétences et donc les étudiants sont formés voilà, à ce socle commun qui a été défini avec tes collègues, comme je l'ai déjà dit, mais des 3 instituts et de l'ESSAC. Voilà. Oui, excusez-moi, je suis dans un colloque, c'est un peu compliqué de parler fort, mais ça veut dire aussi que quand on a fait des améliorations en 2023 ou 2024, on peut les Oui, mentionner. bien sûr. C'était Bien ça sûr. l'état d'esprit, en fait, je voulais Voilà, avoir. tout à fait. Oui, tout à fait. Il faut tout ce qui est qui peut durcir entre guillemets, si je peux m'exprimer comme ça, ton dossier. Voilà. Ce qu'il faut vraiment démontrer, c'est qu'on pilote sa formation, qu'on la laisse pas purement se dérouler en routine. Voilà. Et que s'il y a une routine, les indicateurs ils sont parfaits, bon. Mais c'est rarement le cas. Et puis, vous le savez, il y a aussi vraiment une préoccupation du gouvernement et du ministère de promouvoir l'adéquation entre les métiers qui évoluent très rapidement et nos formations. Et donc, il faut aussi montrer qu'on est à l'écoute des professionnels qui nous entourent et qu'on optimise au mieux nos formations par rapport à l'insertion à venir de nos étudiants. Ça, c'est aussi un élément très important qui est souligné voilà, par des appels à projets, par le ministère. Dès qu'ils ouvrent la bouche, à un moment donné, on l'entend. Voilà. Donc ça, il faut montrer l'adaptabilité de nos formations à l'évolution économique de notre pays. Voilà. Ça, c'est important. Oui, c'est ça, faut que le HERS en fait sente qu'on bouge en fait et qu'on s'adapte. Alors, c'est pas évident pour tout le monde, c'est un fait. Donc ça, les gens qui sont un petit peu plus dans la difficulté, mais néanmoins, il faut montrer au moins par les conseils de perfectionnement que l'on vient s'adapter aux contraintes extérieures. Alors, ensuite, concernant toutes les questions du chat, donc je passe en fait la conversation Oui. passionnante entre Laurent et Simon. Bonjour Simon. Delphine, tu auras accès à Moodle en fait si tu es effectivement désigné responsable de ta mention. Et dès que j'ai l'accord de ton directeur, il n'y a pas de souci, je donne accès. Alors pour Didier, comment parler des classes prépa talent? Écoute, tu as beaucoup de chance. Hein. Tu as des accords avec l'IRA de Lille. Donc tu as plusieurs endroits où tu peux parler déjà de ces accords avec cette entité. Et puis, c'est une façon de valoriser le fait que la formation a été identifiée comme pouvant porter les prépa talents. Et puis, il faut peut-être aussi les expliciter, hein, leur spécificité, de façon à montrer comment cette formation vient soutenir cette demande aussi ministérielle des prépa talents. Et donc, voilà, c'est une bonne nouvelle, en tout cas pour toi. Oui, tout à fait. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui. Hein, n'hésitez pas, Sophie, on est encore à votre là. disposition.
pendant quelques minutes là. J'espère qu'on ne vous a pas trop assommé. On essaye de faire rapide, parce que comme on en a plusieurs, on ne Ouais. veut pas vous, comme tu dis, assommer les gens ou les. Vous avez sauté les 2 premiers critères, je crois, du domaine 1, parce que ça relève de la stratégie de l'établissement. Donc là, on aura des éléments aussi. Ben, c'est Non, le. c'est le document 1, c'est ce qu'on vient de voir, Michel. Oui, c'est C'est le celui-là, document en 1. fait. Je vais reprendre, vite fait, regarde. Si je reprends, voilà. Attends, je retrouve ma petite souris. En fait, pour le C1 et C2, la seule chose que le HRS va regarder, c'est le fameux document 1. Donc, du coup, c'est ton A4 recto verso. Il ne demande pas de données qualitatives, il ne demande pas de données quantitatives. Il faudra juste, ils vont regarder du coup ton document 1, donc le A4 recto verso qu'on vient de voir, et ils vont juste te demander, enfin juste, de t'auto-positionner et ton analyse critique. Ah, d'accord, je croyais que c'était un chapeau plus général de l'établissement. Non, pas du tout. Et comme je te l'ai dit, bon là, c'était vraiment impossible pour Mourad d'être là aujourd'hui. C'est vraiment pas de sa volonté qu'il n'est pas là. On va vous faire vraiment un point, comme on vient de le faire en ce moment, là, en 1 heure et demie, sur ces 3 grands projets qui structurent les licences et les masters de notre Oui, parce que établissement. dans le critère 1, il parle bien de l'établissement, hein. C'est vraiment au niveau établissement, là. Oui, mais tu y répondras dans le document 1. Et donc, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire dans ce GT qui est, enfin, ce copil qui est un peu particulier, où on va s'intéresser à ces 3 grands projets qui structurent la stratégie de l'établissement. Voilà. Et du coup, Michel, c'était pour revenir, tu vois, vite fait, si je retrouve ma petite souris, c'est aussi, par exemple, pour ça qu'au niveau de cette question-là du HERS, en fait, tu vois, sur l'inscription de la formation, tu en parles de prélude, de retell, en fait, c'est effectivement sur des projets établissements. Le fait d'avoir une alliance Nice. Donc, en fait, tu réponds, en fait, d'une façon peut-être moins directe, mais au projet établissement. Mais il n'y aura pas un petit laïus rédigé par l'établissement qui nous permettrait une introduction ou quelque chose. Il n'y aura rien du tout. Alors, le laïus sera fait dans le dossier de l'établissement, d'accord? Mais ce qu'on veut savoir, c'est comment toi, ta formation, elle s'inscrit dans les orientations, dans ces orientations-là. C'est comment toi, tu joues la partition. Et donc là, ça ne peut pas être seulement un laïus général. Si on avait pu le faire, on le ferait bien volontiers. On va te donner les éléments dans ce fameux copil spécifique. Ça sera décrit dans le projet de l'établissement et les documents relatifs à l'établissement. Mais là, vraiment, c'est comment toi, tu te positionnes par rapport à ça et comment tu l'intègres. Voilà. Et on pourra avoir lecture du chapeau aussi qui sera rédigé quand même pour Oui. faire référence. Il n'y a rien à cacher du tout sur ces éléments-là, bien au Non, c'est pas contraire. ça, mais c'est surtout en mémoire d'une remarque de la HRS sur la dernière habilitation où ils avaient pointé un petit peu des fois le manque de cohérence entre ce qui était détaillé et ce qui était écrit en chapeau. Tout à fait. Et donc, c'est pour ça qu'on va s'attacher à faire ce copil pour qu'il y ait une information commune de l'ensemble de la communauté. Ok, merci. Du coup, si je reprends les questions sur le chat, donc oui, merci Isabelle. Et concernant Delphine, alors non, Delphine, tu verras en fait la trame du HERS Excel, elle est bloquée, mais vraiment bloquée. C'est-à-dire que sur une donnée quantitative, tu ne peux pas mettre de lettres, ça sera forcément un chiffre. Tu auras un message d'erreur. Donc on ne peut pas mettre de logo, on ne peut pas rien mettre. Excuse-moi Sophie, en fait je parlais de la trame que vous allez fournir pour le document 1. Ah, pardon, ici, oui. Je sais pas. Parce que c'est vraiment un point de détail. Hein, là où je pense que si on en arrive à régler ces questions-là, c'est qu'on a bien avancé. Mais voilà, oui, bien sûr, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Oui, bien sûr. Pourquoi pas. Après, c'est vrai que là, le HERS, on est en tant que PE.
Ça n'empêche pas de mettre le logo INSA si c'est une formation INSA, bien au contraire. Non, n'hésitez pas. Non, il n'y a pas de souci. Ok, Je merci. n'y vois aucun souci. Non. C'était là parce que là, c'était sur une formation but GE2I. Oui. Mais non, allez-y, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ouais. Bien sûr que non. Voilà. Y a-t-il d'autres questions, soit écrites ou orales? N'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous envoyer des mails s'il y a des choses auxquelles on pourrait répondre, par exemple, dans le prochain Copil. Ouais. Alors, soit on va répondre directement parce que c'est vraiment spécifique à la formation, mais si vous avez une préoccupation qui est plus générale, n'hésitez pas à le faire, comme vient de le faire là, sur les grands projets. Il faut vraiment partager, c'est vraiment un travail de l'établissement. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous quand vous le souhaitez, sous la forme que vous le souhaitez. Je pense que dans mes mails, vous avez mon numéro de téléphone portable qui est public. N'hésitez pas à l'utiliser si vous avez besoin. Vous savez très bien que je réponds très facilement à vos appels. Voilà. J'ai une petite question, s'il vous plaît, oui. Emmanuel Santinelli. Oui. Quand il y a plusieurs parcours dans une même mention, donc j'ai bien compris que tout se remplissait ou presque tout à l'échelle de la mention, mais ça veut dire qu'il faut qu'on ait un autopositionnement et un argumentaire qui soit homogène. Et donc, comment ça se passe quand, par exemple, il pourrait y avoir des différences entre parcours dans la manière de s'auto-positionner? Dans les commentaires, on peut très bien dire que pour certains parcours, il y a des spécificités territoriales. Je pense par exemple à Cambrai, dans certains de vos domaines, où il y a une démarche qui est mise en place qui peut s'avérer différente du parcours qui est mis en place à Valenciennes. D'accord. Et ça, c'est justement dans les 2000 caractères que ça vient s'exprimer principalement, ou alors, si c'est possible, dans les 500 caractères qui commentent. Voilà. C'est ça. Mais voilà, il ne faut pas hésiter. Puis après, effectivement, c'est à la mention, ce n'est pas au parcours. Donc, à un moment donné, il faut que l'équipe pédagogique arrive à se réunir et puis discute de ce RAE. Voilà. Et donc là, je suis passée un peu vite tout à l'heure, mais vous voyez, là, il y a une petite flèche. Vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas mettre plusieurs positionnements. Si vous voulez mettre 5 au parcours 1 et 2 au parcours 2, vous ne pouvez pas. Ouais, c'est une liste à choix. C'est bien au niveau de la mention et pas du parcours. Mais Par rien contre, n'empêche de dire dans l'analyse que pour le parcours 1, ça sera plutôt ça, et que dans le parcours 2, il y a encore des choses à faire. Mais compte tenu de la difficulté territoriale, voilà où on en est actuellement. Voilà. Ça, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Soyez précis, donnez des informations. C'est vraiment le message qu'on nous a passé. Un document vide où il n'y a pas de politique exprimée, on ne pourra pas donner un avis, donc ça sera défavorable. Voilà, c'est clair, c'est précis. Très clairement, l'HCERS, je vais être un petit peu cash, on a ras-le-bol d'avoir des dossiers, ils le disent comme ça, des dossiers d'auto-évaluation vides qui n'apportent rien ni à la personne qui rédige, ni aux collègues qui sont en charge de la formation, et encore moins aux experts qui perdent leur temps, et ça ne permet pas au ministère de prendre des décisions derrière. Regardez bien, il y a quelques informaticiens parmi nous. Vos réponses sont dans un fichier Excel. Très clairement, il a été dit que par nos collègues du HCERS, d'ailleurs, quand on a été reçu à Paris, il y a eu les trois grands directeurs de l'auto-évaluation, ceux des établissements, celui de la recherche et celle de la formation qui ont présenté le processus d'auto-évaluation. Et cette année, bizarrement, il y a une quatrième personne qui a pris la parole, et pendant longtemps, et qui est le directeur du système d'information.
Vous remplissez un fichier, comment dire, Excel. Il faut savoir que ce document-là est formaté pour derrière rentrer dans une GED et d'être traité informatiquement. Et je suis à peu près sûr que le coup d'après, eh bien, on nous donnera la synthèse via des analyses de bases de données, de nos formations, de notre offre de formation, de notre établissement, de notre recherche, parce que vraiment, ils font tout pour avoir des informations avec lesquelles ils vont pouvoir prendre des décisions. Voilà. Ouais, il ne faut pas oublier que derrière, du coup, ils ont un observatoire depuis 1 an. Il faut bien qu'ils servent à quelque chose, entre guillemets. Donc là, c'est clair qu'entre toutes les données quantitatives là, que vous voyez là, avec mon curseur, pareil, derrière, ils ont des petits numéros. Donc je suis persuadée, ce sont des macros, hein, ces fichiers Excel-là, ils vont pouvoir tout télécharger dans une appli et faire une synthèse par cycle, par type diplôme. Ouais, c'est ça. Ils ont aussi ils savent dans quelle composante vous êtes, donc ils pourront faire un bilan IT, INSA, ils ont numéro tout. D'accréditation, ils ont toutes les informations. Ouais, ils peuvent les recouper avec les leurs parce qu'ils ont vos informations déjà en centrale sur vos étudiants, etc. Il faut vraiment, je l'ai souligné au début, mais il ne faut vraiment pas s'amuser à modifier, par exemple, le nombre d'étudiants que vous avez dans vos formations, parce que de toute façon, ils vont faire un contrôle de la validité des informations numériques et ça va être détecté instantanément. Donc, voilà. Ouais. C'est pareil, par exemple, si là, vous voyez, donc là, j'ai inscrit total au niveau du cursus et après Bac plus 1, Bac plus 2, Bac plus 3, un peu plus première, deuxième, troisième année. Pareil, je sais que quand je vais impulser cette trame Excel dans l'application du HRS au mois de juin, je vais avoir des messages d'erreur si au cas où j'ai un souci. Donc, je sais que tout est verrouillé de leur côté pour s'assurer que les données chiffrées soient il y a des contrôles de validité. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ils vérifient. Voilà. Encore une question, si c'est possible. Oui. Il me semble avoir compris quelque part qu'il fallait détailler les provenances des étudiants, mais aussi des établissements de leur lycée, et leur bac. Comment on a ça? Non, j'ai mal compris. Il ne faudra pas indiquer ça? Si au niveau du domaine 1, provenance au niveau etc. Comment on c'est une connaissance très très fine de l'origine de tes étudiants. Soit tu as des accords particuliers avec certains lycées, et ça, c'est l'objet, c'est peut-être le moment de les mentionner. Après, on pourrait peut-être le savoir en centrale, mais c'est quand même compliqué. On a les infos. Les établissements ou le bac, de toute façon, avec les spécialités, ce sera encore plus compliqué quand on aura relevé les spécialités, hein, mais dans ces années-là, il y avait encore des mentions bac, bac S ou etc. Mais ça, il s'est demandé, c'est ça où j'ai mal compris? Non, pas forcément aussi précis. Non, c'est pas aussi profond que ça. C'est plutôt, moi, je dirais, les accords que tu as, ton bassin de recrutement, si tu as des étudiants qui viennent pour des raisons particulières d'une zone géographique. Voilà. Je pense que déjà... J'avais vu provenance des étudiants type de bac sur une OTSA, et du coup, moi, je ne sais pas dire de quel lycée ils viennent, quel bac. Non, mais tu vois, le type de bac, c'est aussi... là, c'est... Bac pro, bac généraux, bac techno. C'est dans le contexte des IUT aussi. Là, il y a des pourcentages à respecter pour les formations. Ils ont 50%, voilà. Une cible de 50%. Et là, ça a tout son intérêt. Les collègues, ils ont des objectifs qui ne peuvent malheureusement pas toujours tenir compte tenu de la spécificité de leur formation. Et c'est à ce moment-là qu'on les explicite, quoi. Voilà. Ou alors parler de grands domaines, est-ce que vous attirez plus des néo-bacheliers du domaine scientifique ou plutôt littéraire voilà. Ou pour un master, est-ce que c'est effectivement le domaine, est-ce que c'est plutôt du DEG, du SHS? Est-ce que c'est de la poursuite d'études, licence master chez nous? Est-ce que tu vas chercher des gens de l'étranger? Est-ce que voilà, le recrutement est plutôt national, il est plutôt local? Voilà.
Et en fonction de la formation, on peut avoir des réponses qui sont complètement différentes, mais tout aussi intéressantes. Hein. Je veux dire, voilà. Est-ce que ça te convient? Est-ce que ça t'est clair ou pas? Je t'entends pas. Je sais que ce sont des pistes, hein, mais je voulais savoir si quand même il fallait un peu renseigner le type d'étudiants en fait, qu'on avait dans nos formations, ou si ça n'a pas trop d'intérêt, ou si c'est voilà, on détaille pas ce genre d'informations. Voilà, c'était. Je pense avoir Non, mais compris. je pense que c'est aussi lié à l'attractivité du diplôme, en particulier des licences qui sont très spécifiques, des masters qui sont très spécifiques, ou il y avait des DOST aussi à un moment donné qui étaient très pointus, des licences pro en un an ou 3 ans qui étaient très spécifiques et qui pouvaient qui pouvaient attirer des étudiants de l'ensemble, par exemple, du territoire français. Pour ne parler que nous, on a un master à distance pour des paramédicaux, par exemple, qui intéresse des gens dans l'ensemble de la France. On a vraiment des gens, même des dom-tom ou des expatriés en Chine, qui le suivent parce qu'il a une très grande spécificité. Voilà. Donc c'est à ce moment-là, tu peux le valoriser. Voilà. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Non. Comme d'habitude, je suis toujours d'accord avec Simon. C'est vrai qu'en fait, on a de la chance avec Parcoursup, on a des données chiffrées en fait. Ouais, j'ai dit bac techno, Simon, c'est ça, et pas bac pro. Non, c'est bac techno, c'est ça, non, oui, tu avais dit. C'est tout à fait. Avec une cible de 50% d'ennemis, tout à fait. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions. Juste un petit point, s'il te plaît, Franck. La semaine prochaine, c'est pas vendredi, c'est jeudi midi. Non, je préfère le rappeler. À 12h45, mais c'est un jeudi, non vendredi. Au cas où, je préfère vous le dire. On ne sait jamais. Voilà. Du coup, à très bientôt. Un grand merci à vous et à très vite.